Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir de manière rentable dans la ville d'Aix-en-Provence. Alors pour moi, un investissement rentable, c'est déjà un investissement dans lequel on emprunte la totalité du projet à la banque, c'est-à-dire coût d'achat, frais de notaire, coût des travaux. Vous aurez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être entièrement payée par le ou les loyers, plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation liées à votre bien, comme les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les futures réparations dans votre logement, etc. etc. Donc l'objectif c'est d'être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux à vos dépenses. Ainsi, vous avez une opération nulle en fait. Les meilleurs investisseurs arriveront même à avoir des revenus supérieurs aux dépenses. On parle donc de cash flow positif, et ce qui signifie qu'on gagne de l'argent tous les mois grâce à son investissement immobilier. Pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes. Donc la première étape, ce sera une étude rapide du marché dans la ville de Aix-en-Provence. Ensuite, ça sera l'estimation des loyers pratiqués à Aix-en-Provence pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché immobilier d'Aix-en-Provence. Donc c'est une étude avec des cas concrets, des cas réels. La quatrième étape, ce sera l'estimation du rendement rapide pour savoir si oui ou non le bien sélectionné semble intéressant. Ensuite, ça sera le calcul des mensualités du crédit pour savoir au minimum si on atteint l'autofinancement ou si on a un cash flow positif. Et dans le pire des cas, un cash flow négatif, ça arrive. Puis la dernière étape, sûrement la plus importante, parce qu'on va utiliser mon propre calculateur simulateur de rentabilité, dans lequel on va pouvoir renseigner tous les éléments liés à notre investissement. Je parle surtout des éléments par rapport aux charges. On va être bien plus précis et on va pouvoir faire plusieurs scénarios pour savoir par exemple à quel prix il faut acheter pour avoir 100 € de cash flow, ou alors à quel prix il faut acheter pour avoir 300 € de cash flow. Voilà. On passe tout de suite du coup à la première étape et la prise d'information de la ville d'Aix-en-Provence. Alors, tout d'abord, Aix-en-Provence, c'est quand même la 21e plus grande ville de France en termes de population. D'accord? On est donc sur une très grande ville française et du coup, le marché locatif, à mon avis, il n'y a pas de souci pour tous les types de location, que ce soit de la colocation, location classique, location courte durée, il n'y a pas de problème à mon avis pour louer. Donc, je vais survoler certains points que j'ai l'habitude d'aller plus en profondeur dans des villes un peu plus petites, mais je les survole pour vous donner aussi l'intérêt et pourquoi je regardais ces points-là précisément. Donc tout d'abord, j'aime bien quand même regarder le nombre d'habitants dans une ville. Donc Aix-en-Provence, Wikipédia. Donc je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia, vous allez en apprendre énormément en peu de temps sur cette ville. Donc la population est de 142 000 habitants. C'est énorme. C'est pour ça que en termes de marché locatif, pour moi, il n'y aura aucun souci dans tous les modes d'exploitation qu'on peut retrouver dans l'immobilier. J'aime bien regarder aussi sur la carte où ça se trouve, sur la carte de France. Donc, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, on est au-dessus, tout simplement, de la ville de Marseille. Vous voyez bien la ville de Marseille ici, vraiment, qui est à côté de la Méditerranée, et la ville d'Aix-en-Provence, qui est en fait juste au nord de Marseille. On peut regarder un petit peu l'itinéraire. Combien de temps on met entre Marseille et Aix-en-Provence.
voyez, on en a pour allez, un petit 40 minutes entre Marseille et Aix-en-Provence. On est à 40 km en voiture. On est vraiment tout proche. Ok. Après, j'aime bien en général regarder s'il y a des étudiants dans une ville. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des très bons locataires. Parce que ce sont les parents qui payent, principalement. Donc vous avez un risque d'impayé pratiquement nul. Et ensuite, ce sont des locataires très simples à gérer et qui posent peu de problèmes. Ils sont concentrés sur leurs études et en général, vous ne les entendez pas le temps qu'ils louent votre logement. C'est aussi intéressant pour le propriétaire, avoir des locataires plutôt tranquilles. Ensuite, pour ceux qui seraient intéressés par de la location courte durée, location saisonnière, j'aime bien regarder le nombre d'hôtels dans une ville ou un quartier. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup d'hôtels, ça veut dire qu'il y a un marché locatif. Pourquoi? Parce que les hôtels ont fait des études de marché et si ces études ont été validées, ils ont validé en fait la construction de cet hôtel. Donc au contraire, plus il y a de concurrence, plus c'est un bon signe en fait, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a les hôpitaux et les grandes entreprises. On oublie souvent, mais dans les hôpitaux, il y a énormément de personnes qui travaillent, que ce soit du personnel soignant ou non soignant. Donc regardez le nombre de personnes qui travaillent vraiment dans les hôpitaux à proximité d'Aix-en-Provence. On parle vite de 5000 personnes. C'est pareil pour les grandes entreprises. S'il y a une grande entreprise qui embauche 15, 20, 25% de la population d'Aix-en-Provence, pourquoi pas cibler ces salariés dans vos investissements et investir à proximité de l'entreprise. Ensuite, c'est tout ce qui est transport en commun. Ça, c'est important dans les grandes villes. Alors, je ne sais pas si à Aix-en-Provence, il y a des transports en commun. Donc là, je vous parle de tramway, par exemple. Tramway ou métro. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de tramway. Il y a des bus, ça c'est sûr, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Donc ça c'est important aussi dans des grandes villes où on se déplace avec des transports en commun pour les jeunes salariés et aussi les étudiants. C'est important à regarder. Ici à Aix-en-Provence, on va se concentrer sur les axes routiers. Si on n'est pas trop loin de la nationale ou de l'autoroute, ça peut être aussi intéressant. Ok, après le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de passer du temps dans la ville. On ne peut pas tout faire à distance, on ne peut pas tout faire grâce à Internet. Prenez des soirées pour visiter Aix-en-Provence, prenez des week-ends pour visiter les quartiers, posez des questions, faites-vous passer pour un futur locataire, regardez le type de population d'un quartier, regardez les projets d'urbanisme dans la ville, regardez les nuisances sonores, etc. Vraiment, passez du temps dans les quartiers, c'est ce que je vous conseille. Et petite astuce, moi j'aime bien choisir des quartiers qui ne font pas parler d'eux, donc pas de quartiers, on va dire, négatifs, c'est-à-dire avec une population qui pourrait vous empêcher de louer, et pas non plus des quartiers trop huppés, trop chics, où là le prix serait trop élevé en fait. L'objectif c'est d'avoir un bien qu'on va acheter en dessous du prix du marché. Je vais le répéter aussi, mais la bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat. Donc acheter le plus bas possible, c'est très important. Et viser un quartier qui ne fait pas parler de lui et vous pourrez mieux négocier. Allez, on passe à la deuxième étape et l'estimation du loyer pratiqué. Donc il va, vous l'avez compris, falloir transformer l'usage du bien. Pourquoi? Parce que
Nous, on veut emprunter la totalité à la banque et avoir un cash flow à la fin du mois. Et ça, c'est pas possible si vous louez un T2 au prix d'un T2. Il va falloir vraiment transformer, créer de la valeur, augmenter la valeur locative de votre investissement, avoir plus de revenus. Comment on fait pour y parvenir? C'est simple, on parle de division. Donc ça peut être acheter un grand appartement pour le diviser en 2 studios ou en 2 T2. Ça peut être aussi l'agrandir. Donc acheter un grand studio de 35 mètres carrés et créer une chambre à l'intérieur pour le louer au prix d'un T2. Ça peut être bénéficier du prix de gros en achetant un immeuble de rapport. Et donc acheter 4 appartements d'un coup vous coûtera moins cher que 4 fois un appartement. Ça peut être faire de la colocation. On va diviser chaque chambre pour chaque colocataire. Et du coup, on va louer beaucoup plus cher que si on louait l'appartement en entier. Et ça peut être aussi de la location courte durée, où on va louer à la nuit. Et du coup, on va pouvoir louer plus cher. Nous, on est à Aix-en-Provence. J'ai bien envie de tester la location saisonnière. On est au bord de la Méditerranée, à côté de villes très touristiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci pour tester la location saisonnière. Alors, on va taper sur Airbnb Aix-en-Provence et on va regarder les prix pratiqués à la nuit sur Airbnb. Donc moi, je vais vous conseiller de partir aussi sur 7 jours de location minimum. Ainsi, ça vous évitera tout ce qui est aspect logistique. Vous gagnerez sur l'aspect logistique en termes de déplacement, en termes de nettoyage, état des lieux, etc., etc. Histoire de vraiment vous faire gagner du temps. Donc je vais prendre une semaine en septembre. Pour 2 adultes, on va viser des biens avec une capacité d'accueil de 2 personnes. Ça va correspondre à un studio ou un T2. On va chercher des logements en entier et je vais regarder des studios. Des studios. Ok. Alors, c'est vrai que je ne connais pas Aix-en-Provence plus que ça. Je ne sais pas si... je sais pas, par exemple, on a vu une annonce qui était peut-être un petit peu loin du centre-ville. Tout ça, bien sûr, c'est à vérifier par vous-même. Ça fait partie de la première étape. Savoir si l'emplacement est bien situé. Pour le moment, je vais noter les prix que je vois. Donc là, on est sur 38 € par nuit. Donc on va simplement noter les prix pratiqués. Ensuite, on est sur 37 €. Après, on est sur 56 € avec une capacité d'accueil de 3 voyageurs. Bon. On va noter. Alors, ensuite, on est sur du 43 € par nuit et on a aussi un 86 € par nuit. Donc 43 € et 86 €. Je vais noter 86 €. Ok. Est-ce qu'on a d'autres biens encore? Celui-ci à 64 € par nuit. Ok, donc on va pouvoir faire un petit résumé des prix pratiqués. Alors, nous, on va partir vraiment sur un prix de location à la nuit où on est sûr de louer, histoire de ne pas fausser nos calculs et ne pas prendre de risques non plus,
parce que si vous estimez un prix de location à la nuit trop élevé et que le jour J vous n'arrivez pas à louer, eh ben c'est catastrophique tout simplement pour vos calculs et pour votre cash flow. Donc on va partir sur un prix de 45 euros la nuit, allez 43 euros même la nuit. Là je me dis il n'y a pas de risque, je vais louer vraiment à ce prix là, ça va être mon loyer minimum. On pourra faire des scénarios différents avec un prix à la nuit plus élevé, ça sera possible dans l'étape 6. Il faut savoir qu'on va faire des travaux aussi de rénovation, on va mettre un budget de décoration, donc il n'y a pas de souci à mon avis pour 43 euros minimum à la nuit. Allez, on passe à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Du coup, on va chercher des biens qui font entre 17 et 25 mètres carrés à Aix-en-Provence. Des studios ou des petits T2, ça n'a pas beaucoup d'importance pour de la location saisonnière. Donc à Aix-en-Provence, ce que j'adore avec le site Bien Ici, c'est qu'on voit l'emplacement des biens à vendre. En plus, vous pouvez afficher quand il y en a les lignes de tramway ou de métro, donc très utile quand on veut se placer à côté de ces transports en commun. J'adore vraiment ce site. Donc on va faire une recherche par rapport à la surface. Voilà, on a des résultats qui apparaissent. Alors après, pour de la location courte durée à Aix-en-Provence, je ne suis pas sûr que les gens qui logent à Aix-en-Provence veulent visiter le centre-ville d'Aix-en-Provence. Je pense plutôt que c'est pour les villes aux alentours, la Méditerranée, des villes un peu plus touristiques comme Nîmes et Marseille. Donc on n'est pas obligé, à mon sens, de viser vraiment l'hyper-centre-ville. On va regarder rapidement, de toute façon, les biens affichés les moins chers. Comme je l'ai dit, c'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire dans l'immobilier. Ça va nous permettre de filtrer les biens les plus intéressants et de nous concentrer aussi sur cela. Donc, je vois un appartement 88 000 euros. Donc, il faut faire attention, voilà. Le piège avec les studios dans les grandes villes, c'est qu'on va il y aura beaucoup de studios présents dans des résidences étudiantes, gérées par Studéa, par exemple. Et du coup, c'est un bail commercial que vous avez avec Studéa sur 3, 6, 9 ans. Autant dire que c'est pas vous après qui gérez les locataires, c'est vraiment eux. Ça ne nous intéresse pas parce que les investissements clés en main, bien sûr, 99% des cas ne permettent pas d'être rentables parce qu'ils prennent leur marge, tout simplement. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment un appartement où on va pouvoir louer nous-mêmes au prix qu'on souhaite, faire les travaux qu'on souhaite également. Donc ce bien-là a l'air pas trop mal. En tout cas, il correspond à nos critères. 21 mètres carrés, 103 000 euros. Je vais noter. « 21 mètres carrés. Ok, on a des biens après, juste à côté, à 57 000 euros. Dans une résidence sécurisée, mais vendu, loué avec un locataire en place depuis 3 ans. Donc il faudrait savoir si ce locataire pourrait partir. Mais on va noter quand même cette annonce. Vraiment un bien pas très cher.
beaucoup moins cher que la concurrence d'ailleurs. En plus 24 mètres carrés, donc il est plus grand. Bon. Ici, on en a un autre à 67 et à 55 000 € aussi. Au sein de la résidence Les Facultés, oui. Lisez aussi les annonces, hein, vous allez apprendre énormément sur le quartier. Moi, je vais vite dans cette vidéo parce qu'on ne va pas passer non plus plus d'une heure. Déjà que la vidéo va être assez longue, mais lisez vraiment les annonces, hein, c'est important. La résidence est fermée et sécurisée par un gardien. Et je me demande si c'est pas une résidence qu'on loue à un bailleur. Je me demande, hein. Je sais pas. Dans une résidence sécurisée, à chaque fois ils utilisent ce terme-là. Ah, je sais pas du tout parce que normalement ils peuvent être plus clairs. Ils peuvent dire investissement LMNP, par exemple. Ouais. Il y a d'autres biens, par exemple celui-là à 138 000 €, qui a l'air plutôt intéressant, mais est très bien placé. Je peux le noter, 138 000 €, 39 mètres carrés. Je retourne sur les premières annonces, hein, enfin les annonces dans les 50 000 €. Donc il y a plusieurs biens à vendre dans la résidence Les Facultés. On va regarder un petit peu résidence Les Facultés Aix-en-Provence sur Google pour en savoir un petit peu plus. Parce que j'ai peur vraiment que ça soit une résidence étudiante et du coup qu'on loue à un bailleur social en fait. Un bailleur, pas un bailleur social, mais un bailleur et qu'on ait un bail commercial, ce qui n'a rien à voir en fait avec ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire acheter son studio et le louer comme bon nous semble. Alors, logement indigne en plus, j'ai un article qui va pas faire de la publicité à cette résidence. Logement indigne, squat, activité illicite. Bon, autant vous dire que le quartier est vraiment mauvais. Là, il n'y a pas photo. Je comprends pourquoi les prix affichés sont 2 fois moins chers. Hein. Tout simplement parce que vous êtes dans une résidence type HLM, dans lequel vous louez de toute façon à un bailleur social, et vous ne pouvez pas augmenter les revenus comme vous le souhaitez. D'accord. Ouais. Donc, on peut éliminer en fait ce bien à 57 000 € et ceux autour aussi, là, à 55, 65 000. On peut les éliminer. Et malheureusement, je ne vois pas de bien beaucoup moins cher que ce que j'ai pu déjà voir. Tous les biens sont plus chers. Donc on va partir sur le bien à 103 500 €. Pourquoi ? Parce qu'en termes d'espace, il nous convient. Et en termes de prix, c'est déjà le prix le moins cher que j'ai vu. Donc, entre un bien à 138 000 et un bien à 103 000, vous avez déjà gagné 35 000 € sur le premier bien. Donc, on va prendre ce bien-là pour la suite de notre étude et on va passer à l'étape 4 et calcul de rentabilité rapide.
Donc, on est sur un coût d'achat de 103 500 €. Des frais de notaire qui vont être aux alentours de 8 à 9%, donc dans les 8 000 €. Coût de travaux, là il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis différents et avoir une enveloppe concrète du montant des travaux, histoire de savoir vraiment où vous allez. Nous, on va faire une estimation pour la suite de cette vidéo, donc on va partir sur 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des plus grands travaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va regarder l'annonce en détail, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu les travaux à réaliser. Alors, bon, il y a un espace cuisine ouvert sur le salon, on va dire ça, qui est plutôt pas mal. Bon, par contre, ça, la salle de bain, pour moi, il faut rénover, hein. Ça, c'est trop vieux. Il faut mettre un peu de couleur, il faut rénover, hein, tout simplement, c'est trop vieux. Pareil pour l'espace cuisine, hein. Il faut un truc qui donne envie, un truc plus moderne. Et on va rénover aussi ses couleurs, hein. Voilà, pour faire quand même un appartement plus joli, surtout pour de la location courte durée où l'aspect est très important. Il faut qu'on ait un beau niveau quand même de qualité. Donc pour refaire la salle de bain et la cuisine, comptez 4 000 € par pièce, on est déjà à 8 000 €, plus rajouter au moins 7 000 € pour rénover l'ensemble de l'appartement, hein. On ne sait pas, il y a aussi peut-être des prises à mettre au niveau, rajouter des prises, rajouter des lampadaires, ajouter peut-être un raccord pour une machine à laver, repeindre, peut-être remettre d'autres radiateurs. On ne sait pas. Donc on va partir sur 15 000 €. Je pense que ça sera le minimum, hein, parce que les travaux montent très vite. Ok, donc on aurait un coût total de 111 500, donc 116 500, si je ne me trompe pas de tête. Non, c'est pas ça, ça va être 126 000. Ouais, de tête, ça doit être ça. On va espérer louer à 43 € la nuit. On va partir sur des mois de 30 jours. Donc 43 € x 30 jours. Je vais prendre ma calculette pour ne pas me tromper. 43 x 30. On est sur du 1290 € brut. Alors, après c'est simple, c'est appliquer la règle ou l'indicateur de la règle des 1%. Donc c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer brut, donc 1290 € correspond à 1% du coût total du projet. Alors ici c'est très bien vu que c'est un petit peu plus au-dessus que 1%. En fait on pourrait aller jusqu'à acheter à 129 000 € et là on respecterait exactement la règle des 1%. Donc c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est déjà assez rare d'atteindre la règle des 1% sans négociation. Voilà. Même si on était un petit peu en dessous, ça vaut le coup de creuser vraiment les chiffres pour voir comment on pourrait améliorer ça. Mais obtenir la règle des 1% en général, c'est un signe de cash flow positif. Alors on va mettre ça entre guillemets parce que on n'a pas pris encore la vacance locative et des frais de gestion qui sont plus élevés en location saisonnière. On n'a pas pris ça en compte pour le moment. Mais c'est pas grave, on va le voir dans les étapes suivantes et dans l'étape 5, le calcul des mensualités du crédit. Donc on a un prix d'achat de 126 500 €, un loyer brut estimé de
1290 €. On va prendre une marge de 30% sur les loyers bruts pour avoir une estimation des revenus nets. Pourquoi? Parce que c'est ce que la banque va faire quand vous allez aller la voir pour vous faire financer votre investissement. Et oui, ils savent que vous allez avoir de multiples charges d'exploitation sur votre bien. Que ça soit de la vacance locative aux futures réparations, vous avez également la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, etc., etc. Donc nous, si on enlève, pour arrondir, 390 €, et ben ça nous fait un calcul assez simple. Ça nous fait une estimation de 900 € net tous les mois. Maintenant, on va voir combien va nous coûter notre crédit si on emprunte 126 500 €. Pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. Vous en avez d'autres, mais celle-ci fait très bien le travail. Donc, je vous conseille toujours de prendre la durée de prêt la plus longue possible pour un investissement locatif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de réduire les mensualités et ainsi d'augmenter votre cash flow tous les mois. Donc, en général, on prend sur 20 ans pour un investissement locatif. Alors, effectivement, le coût du crédit va être plus élevé vu qu'on prend sur une durée plus longue. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui remboursez le loyer, mais bien les locataires. Et utiliser l'argent des autres, c'est vraiment le meilleur moyen pour augmenter son patrimoine et s'enrichir. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en empruntant la totalité auprès de la banque. Pour le taux d'intérêt, n'espérez pas le meilleur taux. Nous, on emprunte la totalité du projet. C'est donc plus risqué pour la banque. Et forcément, il va falloir faire des contreparties avec elle. Et je pense qu'un taux à 1,8, ça sera déjà très bien. N'oubliez pas que le plus important, c'est d'obtenir le crédit à 110%. Coût d'achat, frais de notaire, frais des travaux. Le taux de l'assurance, ça par contre vous pouvez obtenir un meilleur taux. Moi j'ai obtenu 0,1%. Donc au pire vous faites de la délégation d'assurance, c'est-à-dire que vous prenez votre assurance ailleurs que dans la banque qui vous a accordé votre crédit. Donc on a des mensualités de 639 €. Et donc là, c'est simple, c'est est-ce qu'on a des loyers supérieurs aux mensualités? Avec 900 € de loyer, on est bien au-dessus des 639 € de mensualité. On aurait même plus de 250 € dans notre poche tous les mois. Ça, c'est vraiment le type d'opération qu'un investisseur rentable va rechercher. Alors, je mets des guillemets toujours parce que on n'a fait que moins 30% pour avoir nos revenus nets. Alors que dans la réalité, surtout dans la location courte durée, on va voir qu'on a des charges plus importantes, surtout les frais d'agence, et on a de la vacance locative plus importante que pour une location classique. Donc on va voir ça tout de suite dans l'étape numéro 6. Et mon calculateur personnel, on va rentrer bien plus en détail et on va vérifier toutes ces informations. On reprend les chiffres du bien immobilier. Donc 103 000 500, 21 mètres carrés. On était parti sur 15 000 € de travaux à faire confirmer par 2 artisans au minimum. Des frais de notaire calculés automatiquement dans mon fichier Excel. Vous pouvez aller les vérifier sur le site des notaires.fr. Un budget aussi frais bancaires, frais de dossier bancaire. Essayez de les négocier à zéro. Si vous n'y arrivez pas, je vais au moins déjà provisionner 500 € pour ces futurs frais. Et vous avez également la valeur ou le coût du mobilier. On n'en a pas parlé, mais une location courte durée, forcément, ça se loue meublé. Et donc, il faut aussi inclure ces dépenses parce que c'est ce que vous allez devoir payer de toute façon pour meubler.
Donc en général, on pourrait meubler un studio pour 1500, 2000 euros avec un lit, un matelas, des ustensiles de cuisine, un peu d'électroménager, peut-être un canapé, une télé. Voilà. Sauf que là, on fait de la location courte durée, donc mettez le paquet. Vous pouvez vraiment rajouter 1000, 2000 euros de décoration. L'objectif, c'est vraiment d'attirer les futurs vacanciers, les futurs locataires. Donc si vous arrivez à louer toutes les nuits grâce à une bonne déco qui vous aura coûté 3000 euros en plus, et ben cette déco sera beaucoup plus vite rentabilisée que si vous louiez seulement la moitié du mois votre appartement. Donc je vais partir jusqu'à 4000 euros pour la valeur du mobilier, ça inclut la déco. Ok, donc la partie financement, ça n'évolue pas par rapport à l'étape 5. Ce qui évolue un petit peu, c'est le montant du prêt qui est en fait plus élevé, vu qu'on a pris en compte la valeur du mobilier et des éventuels frais bancaires. Ok, on passe à la fiscalité. Donc la fiscalité dans l'immobilier, comment ça marche en location nue et aussi en location meublée, j'en reviendrai aussi tout de suite. Donc ça dépend en fait de votre tranche marginale d'imposition. Donc celle-ci est elle-même définie par vos revenus salariés. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Les plus connus sont 14, 30, 40%. Nous, on va prendre un exemple avec quelqu'un qui a un TMI de 30%. Ça veut dire que chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à 30% son TMI, plus il faudra rajouter les prélèvements sociaux dans tous les cas, et il s'élève à 17,2%. Donc vous allez plutôt payer en fait 47,2% d'impôts sur chaque euro touché. Donc quand je parle de chaque euro touché, c'est pas chaque euro dans votre poche. Avec les euros touchés, vous devez rembourser votre crédit et payer les charges d'exploitation. Donc c'est énorme l'impact qu'a la fiscalité dans votre investissement. Heureusement, avec la location meublée, on va pouvoir amortir le prix du bien. 103 000 euros, on va pouvoir l'amortir sur 30 ans. Ça fait quand même 3 000 euros, un peu plus de 3 000 euros par an. Ensuite, on va pouvoir amortir la valeur des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. Ce qui n'est pas possible en location nue, c'est d'amortir les frais de notaire. Là, on va pouvoir le faire. Et on va aussi pouvoir amortir les frais bancaires et les frais du mobilier sur 6 ans. Donc, ce qui signifie en fait que vous allez vous constituer une montagne de déficit et année après année, vous allez rogner ce déficit. Pendant toutes ces années, vous allez payer 0 € d'impôt et forcément, quand vous aurez utilisé tout votre déficit, vous allez payer des impôts. Ça, c'est normal. Mais là, vous allez être tranquille pendant 5-6 ans sans payer d'impôts, hein, vu le type d'opération qu'on a. On a quand même près de 130 000 euros à amortir. D'accord ? C'est pour ça que je conseille vraiment l'investissement en location meublée pour l'avantage fiscal qui va avec. Et aussi parce que on loue quelque chose de meublé, du coup en général on peut le louer plus cher. Ok, je vais passer aux recettes locatives. Donc on était sur 1290 € de recettes locatives. Maintenant il faut prendre aussi de la vacance locative. Moi je vais partir sur 22 à 23 nuits de louer chaque mois, pas plus. C'est une sorte de sécurité, parce que déjà, ça va être aussi la réalité, hein. Vous n'arriverez pas à louer toutes les nuits de l'année sur Airbnb, par exemple. Donc 22 à 23 nuits par mois, ça fait 22 à 23% à l'année. Donc automatiquement, mon calculateur, il enlève 23% des revenus bruts que j'aurais dû récupérer. Je vais passer ensuite aux charges déductibles. Premièrement, ça va être les frais d'agence. On parle de conciergerie pour de la location courte durée. Et oui, répondre
en chat sur Airbnb ou Booking. Ensuite, c'est se déplacer pour donner les clés, faire un état des lieux, récupérer les clés, refaire un état des lieux, nettoyer, changer les draps. Tout ça, c'est du travail, c'est du temps. Donc, si, comme moi, vous préférez déléguer pour pouvoir réinvestir, pour en fait avoir du temps pour réinvestir, je vous conseille de passer par une conciergerie. Elle va prendre environ 15%. Faites confirmer par une conciergerie sur place à Aix-en-Provence. Demandez-leur leurs tarifs, tout simplement. 15% en général, c'est ce qu'ils prennent. Pas de frais d'entrée-sortie pour ceux que je connais, enfin les conciergeries que je connais. Il faut aussi rajouter les frais de la plateforme. Pour Airbnb, ils vont prendre 3% sur chaque euro reçu. Donc, je vais les ajouter également dans les frais de gestion. On arrive à 18% de frais de gestion. Ensuite, on a la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, il faut vraiment les demander aux propriétaires parce que ça varie entre deux immeubles et ça varie entre un bien situé dans la rue A et un autre bien dans la rue B. Donc, demandez vraiment ces informations aux propriétaires. On va regarder si dans l'annonce on a ces informations. Alors, voilà, on nous parle d'un montant annuel des charges de 920 €, mais on ne nous parle pas de la taxe foncière. Donc il va falloir estimer la taxe foncière. Alors 920 €, c'est assez faible. Il faudrait demander, il faudrait savoir ce que comprennent ces charges aussi de copropriété. Parfois, vous avez des charges qui comprennent tout, l'eau, l'électricité, le chauffage, et des fois, c'est juste l'eau. Donc, à vous de regarder. Chacun a ses avantages. Pour de la location courte durée, j'ai envie de dire que c'est mieux quand tout est prévu dans les charges de copropriété, parce que vous allez avoir chaque jour des locataires différents qui vont consommer aussi plus. Et donc, si c'est mutualisé avec l'ensemble de l'immeuble, vous subirez moins l'augmentation de ces charges. Pour la taxe foncière, on va devoir faire une estimation et j'espère 400 € maximum. J'espère. On est quand même sur un bien de 21 mètres carrés. Ça devrait être aux alentours des 400 €. Ensuite, on a aussi les réparations, que ce soit changement de mobilier, mais aussi intervention d'artisans pour changer une prise électrique, changer, un équipement dans la cuisine, une fuite d'eau. Ça part vraiment très très vite. Moi, je prends toujours un demi-mois de loyer. Donc ici, ça serait dans les 650 €. Et puis, vous avez aussi l'assurance propriétaire non occupant qui va être aux alentours des 100 € pour un petit studio. Ok, donc on a des charges bien plus précises maintenant que juste enlever moins 30%, comme le ferait la banque. Et on a des premiers retours sur investissement avec un rendement brut intéressant, mais un rendement net déjà qui descend fortement. Rendement net, c'est sans les charges. Mais j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un petit peu. Le plus important, c'est vraiment le cash flow. Savoir si tous les mois, vous allez gagner de l'argent ou au contraire perdre de l'argent. Donc sortir de l'argent de votre poche pour combler les trous. Et donc là, on arrive à un cash flow de moins 16 €. On peut dire qu'on est à l'autofinancement. On peut dire que c'est une opération nulle. On a autant de revenus que de dépenses. C'est moins bien que l'étape précédente, mais là on a pris vraiment en compte beaucoup plus de charges avec les charges liées à l'agence et à la conciergerie et aussi la vacance locative. Bon, c'est pas si mal parce qu'on a quand même un bien de 100 000 € qui va arriver dans notre patrimoine tout seul dans 20 ans.
Cependant, je pense qu'on peut faire mieux quand même et je vais vous montrer comment on peut faire mieux. Donc je vais enregistrer ce scénario. On peut dire le scénario de base. Alors le premier élément, bien sûr, pour faire pour augmenter son cash flow, c'est de faire baisser le coût d'achat. Le coût d'achat, vous le faites baisser, donc vous faites baisser les frais de notaire, vous faites baisser aussi le montant total emprunté, et du coup vous faites baisser les mensualités. Du coup forcément votre cash flow augmente. Dites-vous bien aussi en combien de temps vous avez gagné 1000 euros. Si vous pouvez négocier 1000 euros en 1 heure, vous avez gagné largement votre journée, voire votre semaine, voire votre mois, hein, pour la plupart des gens. Donc on est à 103 000 euros. Je vais faire une négociation de 10 000 euros. C'est à peine 10% du prix. Donc je vais enregistrer ce scénario. Et je vais même faire une autre estimation avec encore 5 000 euros de négocier. Alors après, pour certains, ça peut être aussi faire une partie des travaux soi-même. Ça permettra de réduire le coût total à emprunter. Après, vous ne pourrez pas déduire le montant de ces travaux faits par vous-même dans vos futures feuilles d'impôt. Ok. On peut aussi améliorer son cash flow en augmentant la durée du prêt. Je vais vous montrer un exemple sur 22 ans. Tout de suite, vous allez voir la différence et l'impact que ça a. Parce qu'on va réduire les mensualités du prêt et du coup avoir un meilleur cash flow. Donc 22 ans. Bon, bien sûr, il y a le taux d'intérêt, mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est de se faire financer la totalité du projet à la banque et du coup, c'est un petit peu plus dur de négocier le taux d'intérêt. Une petite information, il est bien plus intéressant de négocier le taux de l'assurance du crédit que le taux nominal du crédit. Pourquoi ? Parce que le taux d'intérêt du crédit nominal, donc, il s'applique sur le capital restant dû. Ce capital restant dû diminue vu que vous le remboursez mois après mois, année après année. Donc mon intérêt diminue également dans le temps. Alors que le taux de l'assurance du crédit, en général, il est appliqué sur le montant total emprunté. Donc ça n'évolue pas au fil des ans. Donc vraiment, si vous devez négocier quelque chose au niveau des taux, négocier au niveau de l'assurance du crédit, c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Ok. Après, on peut faire aussi une estimation avec un loyer un petit peu plus élevé. On était parti sur 43 € la nuit. C'était déjà une moyenne basse pour un appartement rénové. Donc on peut partir aussi sur 50 € la nuit. Et donc ça nous fait 1500 € de revenus bruts. Alors bien sûr, après on applique la vacance locative et les charges, mais on peut partir aussi sur une simulation avec un prix à la nuit de 50 €. Donc loyer 50 €. Et je reste sur 22 ans. Ok. Je peux faire une estimation aussi sur 20 ans. Vous allez voir la différence. Parce que 20 ans, c'est quand même une bonne durée. Je comprends que certains ne veuillent pas aller plus loin. Ça se comprend. Donc je vais vous montrer loyer 50 € sur 20 ans. Et pour la suite des calculs, je resterai sur 20 ans. Ok. Et après, le dernier moyen d'augmenter son cash flow, c'est de réduire les charges liées à notre bien immobilier. Ça peut être s'occuper soi-même de la gestion. Ça, c'est sûr que vous allez gagner énormément d'argent.
Après, je pense qu'il est bien de le prévoir quand même au départ parce que passer toutes ces journées, tous ces week-ends à gérer un bien immobilier, bah, ça prend énormément de temps. Alors peut-être que dans 4-5 ans, vous aurez envie de changer de mode d'exploitation et vous aurez envie de le faire gérer. Ensuite, comme je le disais, c'est du temps passé que vous ne pouvez pas passer à la recherche et à l'investissement dans d'autres biens immobiliers. Donc ça va vous limiter dans vos futurs achats. Je vais montrer un exemple quand même sans agence pour vous montrer l'importance que le cash flow a. Enfin, sur le cash flow. Donc, sans agence. Ok. Et je vais comparer les scénarios. Grâce à mon bouton magique, hein, j'ai été rapide, mais je peux vous sortir des graphiques. Alors, il y a plein d'autres chiffres intéressants, mais on va se concentrer sur le cash flow pour cette vidéo. Ok, je pense que tout le monde peut voir maintenant. Donc le scénario de base, on voit qu'on était à l'autofinancement, hein, résultat nul pour 15 € par mois. Ensuite, on négociait 10 000 €. Tout de suite, on était quand même à 40 € de cash flow. C'est quand même une marge supplémentaire intéressante. Hein, ça fait quand même près de 500 € à la fin de l'année. Ensuite, on renégocie encore 5 000 € et on arrivait à 71 € de cash flow. Si on négocie toujours à 87 500 € et qu'on prend un prêt sur 22 ans, on passe à 114 € de cash flow. Donc qu'est-ce qui est mieux? Avoir 114 € en plus tous les mois pendant 22 ans ou avoir seulement 71 € en plus pendant 20 ans tous les mois? Bon, ça c'est à vous de décider. Après, on a un scénario avec un loyer de 50 € au lieu de 43 € par nuit. Tout de suite, on explose de 114 à 247 € par mois, le cash flow. Puis, j'avais pris l'exemple aussi, si on reprend sur 20 ans un prêt, donc on passe de 247 € à 204 €. Toujours très intéressant, hein. Là, un cash flow de 200 €, c'est vraiment très rare et c'est une bonne opération en général. Après, vous pouvez avoir des objectifs plus élevés, mais honnêtement, 200 € tous les mois, c'est un sacré revenu en plus. En plus, si vous mettez ça en perspective et que vous achetez un deuxième, un troisième, un quatrième bien identique, vous arrivez à plus 800 € de cash flow. Et là, ça devient très intéressant. En plus, vous gagnez de l'argent tous les mois, donc il n'y aura aucun souci pour vous faire prêter cet argent à la banque. Et le dernier cas, mais vraiment, j'ai envie de dire, cash flow maximum, on s'occupe soi-même de la gestion. Et là, on passe de 204 € à 366 €. Donc, on fait pratiquement un x2 en cash flow. Bien sûr, ça va vous demander beaucoup de temps. Donc, c'est vous qui voyez après si vous êtes prêt à passer autant de temps. Bon, je suis content parce que même si ça a eu du mal à démarrer, sur Aix-en-Provence, on a pu voir qu'il y avait quand même de quoi faire des investissements rentables avec la location courte durée. On aurait aussi pu regarder avec de la colocation ou de l'achat d'immeubles de rapport. Ça sera à vous de faire de votre côté ces mêmes calculs. D'ailleurs, si vous voulez utiliser mon calculateur, il n'y a pas de souci, c'est téléchargeable dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi obtenir mon guide dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Ça sera toujours utile, hein, comme je l'ai dit, même 1000 €. Hein, quand est-ce que vous avez gagné 1000 €, hein? Donc, pour finir aussi, je voulais vous proposer, si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste au-dessus. Et puis, moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements à Aix-en-Provence, j'en doute pas, mais aussi partout ailleurs en France.
et je vous dis à la prochaine.